Je vous fais part de quelques réflexions. Moi qui étais un urgentiste, qui ai tellement aimé l'urgence, ça a transformé notre vision de la médecine. Et je comprends qu'une part de notre souffrance, à tous, vient de l'efficacité du traitement de l'urgence. J'ai eu le privilège de commencer ma spécialité à l'apparition du SAMU, qui était une idée nouvelle. L'hôpital hors les murs est traité par on a eu des gens prodigieux qui nous ont encadrés, qui nous ont guidés. Je pense à Henri Laborit, qui parlait de l'agressologie, qui a mis les bases du choc, et donc on avait une vraie culture de l'urgence en France. C'est pour ça que le SAMU est si particulier. Mais je voulais rappeler que l'urgence est une méthode, et qu'une méthode. Une méthode pour avoir accès aux malades, pour avoir accès aussi non seulement aux malades physiques, mais malades sociaux. C'est comme ça que j'ai fait le SAMU social. Mais c'est une méthode, et on a oublié que c'est une méthode d'urgence. Et c'est là où on a perdu. Les médecins ont perdu leur statut. Je m'explique. Le Conseil de l'Ordre nous avait proposé, et depuis toujours, l'éthique médicale. Ça reposait sur un triptyque: le libre choix du médecin, le secret médical, le colloque singulier. Dans l'urgence, c'est impossible. On n'a pas le libre choix du médecin, le colloque singulier, je ne réponds pas. Et le secret médical, on ne peut pas non plus. Ce n'est pas un secret de polichinelle, on fait ce qu'on peut pour le garder. Mais tout d'un coup, tout ce qui était les fondements éthiques, moraux de notre profession ont disparu. On a donc perdu notre statut, mais on a gagné en puissance. On a gagné en puissance parce que l'action, et l'action d'urgence, ne peut être que hiérarchisée. Il n'y a pas de démocratie dans l'urgence, c'est impossible. L'urgence n'est pas démocratique, ne peut pas l'être. Nos maîtres nous ont dit un sauveteur doit être identifié par son grade, sa fonction, et éventuellement son identité, pour s'approcher du malade en sachant qu'est-ce qu'il fait, qui fait quoi. Et donc cette perte de statut, c'est aussi une perte d'autorité qui s'approche, et au nom de quoi. Et ça a été la première grande perte. La deuxième, c'est, je crois, la séparation de juin 75 entre sanitaire et social. J'ai le privilège encore aussi un autre, qu'à mon âge, j'ai encore mon bureau au SAMU. Non pas que je sois au fourneau, non, mais je vois pas mes jeunes camarades travailler, comment ils raisonnent. 30% au SAMU 75, 30% des appels qui viennent, des appels de détresse, ne sont pas médicaux. C'est des personnes âgées isolées qui appellent au secours. Alors évidemment, elles déguisent leur appel, ils croient qu'ils sont malades, et la régulation, les jeunes disent c'est pas médical, c'est du social, on s'en occupe pas. Le social, c'est quoi? Et il n'y a pas de réponse, en tout cas pas dans l'urgence, et pas à long terme. Combien de gens sortent de l'hôpital vendredi soir, personnes âgées à domicile, et il n'y a personne. Donc on entretient un système qui, nous médecins, favorise cette séparation de plus en plus. Or, les médecins ont été formés par leurs humanités à avoir un coup d'œil d'ensemble. Mon père était médecin généraliste, ça l'aurait bien étonné de savoir ça c'est du sanitaire, ça c'est du social, ça c'est de la fin de vie, c'est soins palliatifs. Il n'aurait rien compris du tout à ce qui se passe. Il était médecin, il soignait, il ne savait pas si c'était du care, du cure, mais ça oblige à évaluer le cure. Et bon, on a besoin, puisque c'est économique, le problème est économique. Ça oblige à avoir des systèmes d'évaluation. Je me souviens, ça n'arrive plus bien sûr, c'était à Mont-d'Or, j'étais un jeune anesthésiste
qui roulait les mécaniques, ça c'est sûr, avec la puissance qu'on avait en réa. Puissance de vie et de mort, parce que je ne posais même pas de problème existentiel. Entre parenthèses, quand les gens étaient soit pas ou mouraient, en réa, on tirait un paravent, voilà pour les soins palliatifs. C'était assez réglé. On a découvert d'autres choses, redécouvert d'autres choses. Donc on est aux urgences, et il y a une vieille dame qui a une fracture du col, et puis le temps passe, ça ne peut pas être reçu tout de suite. Et puis elle est là, parce que ça défile. Il y a une petite infirmière gentille, toute pomponnée, qui voit, elle pense sans doute à sa grand-mère. Elle s'approche, elle lui tient la main, elle lui parle un peu, parce qu'il y a longtemps qu'elle sèche dans son coin, et lui relève son oreille, enfin, elle dit quelque chose. Et sa surveillante arrive, au lieu de perdre ton temps, tu ferais mieux d'aller poser tes perfs. Et c'est une perte de temps de s'occuper. Voilà ce que nous sommes. Donc on a perdu de statut au profit de la puissance. Entre parenthèses, on a été très bon sur les accidents domestiques, on a gagné, et sur les accidents de la route, on a gagné. Mais on est obligé, pour sauver les gens, de les transformer en machines pour les mettre dans des machines. C'est-à-dire machines pour respirer, pour tout d'ailleurs. C'est le cauchemar, pour le médecin, un cauchemar de la Métrie. Julien de la Métrie, qui était un médecin qui, 100 ans après Descartes, a fait sa thèse sur l'homme-machine. Et vous avez qu'à regarder que la culture publique, c'est la mécanique, c'est l'homme-machine, c'est l'homme bionique. Et c'est ça qui est dans l'arrière-salle. Voilà pourquoi on souffre de frustration. C'est que les médecins, depuis toujours, les guérisseurs, il est un peu chaman, il n'a plus ça, il est frustré. Et on lui demande des performances très puissantes, on lui demande d'être sauveteur, mais tout notre système de santé repose sur l'entrée par l'urgence. Voilà, je crois, une des causes, c'est qu'on n'est pas à notre place, qu'on n'a pas de statut, et qu'on en souffre. Et on en souffre, mais comme disait Henri Laborit, on parlait de rame, on peut parler aussi d'humain. Quand on est les uns sur les autres, coincés comme ça, on se bagarre, vous allez faire. L'agression, ça évite d'avoir des hypertensions, selon Henri Laborit. Je résume. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire.